Bonjour à tous. Alors voilà, on va continuer le cours là où on l'avait laissé. Donc la fois dernière, je vous ai fait les corrections. Là maintenant, on va essayer de continuer avec la quantification de la matière. On avait commencé ça au dernier cours. J'avais commencé l'introduction quant à la quantification en expliquant que, eh bien, tout ce qu'on avait utilisé qui était euh, des informations sur la composition de la matière, c'est-à-dire de quoi était formé un atome, de quoi étaient formées les molécules, de quoi sont formées les molécules, comment est-ce qu'une molécule se forme, comment est-ce qu'un atome se stabilise, donc par exemple sous forme d'ion. Donc tout ça, ça nous a permis de comprendre la matière, et puis ensuite on a vu que effectivement la composition de la matière, elle avait un impact sur sa quantification, puisqu'elle a un impact direct sur le poids. Hein. Vous vous souvenez? On avait dit que on avait la notion de mole et donc de masse molaire. C'est ce que je vous avais expliqué la fois dernière en vous disant, ben tiens, ils se sont rendus compte que tout simplement le nombre, la masse atomique relative, qui est donc le chiffre que vous allez trouver dans votre tableau de Mendeleïev, hein, que vous allez trouver, c'était le Z ici, et on avait le A qui était ici en dessous, hein, qui n'est pas toujours indiqué comme ça, hein, et parfois ça bouge un peu. Mais donc, on avait la masse atomique relative qui nous donnait le nombre de nucléons. Et on était tous d'accord avec le fait que plus on a de nucléons, donc plus on a de billes dans le noyau, les nucléons étant bien à la somme des protons et des neutrons, plus on a de nucléons, plus l'atome va être lourd. Ça semblait évident pour tout le monde. Et bien donc ici, on a réussi à faire une relation en se disant, mais en fait, ça va directement nous donner la masse. Puisque la masse d'un atome, c'est bien la masse qui est multipliée, la masse d'un nucléon multipliée par le nombre de nucléons qu'on a. S'il est composé de 17 nucléons, ben ça pèsera 17 nucléons. On est tous d'accord avec ça. Si on a un atome qui est composé de 58 nucléons, eh bien, il aura probablement une masse de 58 nucléons. Maintenant, on ne connaît pas la masse d'un nucléon, ok? Et donc, le plus simple, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait moyen d'utiliser le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire que quand on prenait un nombre particulier qui est de 6 10 exposant 23 particules, eh bien, on obtenait exactement ceci en grammes. En gros, on comprend que la masse d'un nucléon, c'est probablement 6 10 exposant moins 23, ou en tout cas la relation à l'envers. Hein. Mais donc du coup, ici, ça veut dire que si je prends une grande quantité, 6 10 exposant 23, c'est donc une très grande quantité, hein, c'est 6 avec 23 zéros, de un certain atome, eh bien, ma masse atomique, elle peut directement être exprimée en grammes. C'est ça qu'on va retenir. Et elle se transforme du coup en masse molaire. On va l'utiliser directement comme masse molaire, la masse d'une mole. Donc, en gros, ce que vous retenez, c'est que ce chiffre ici, il nous donne deux informations. Il nous donne le nombre de nucléons et il nous donne la masse d'une mole de cet élément. Si je prends une mole, et une mole ça veut dire si je prends 6 10 exposant 23, mais vous imaginez qu'on ne va pas dire ça à chaque fois. Donc maintenant, chaque fois que je dis je prends une mole, vous comprenez que je prends 6 10 exposant 23 particules. Que ce soit 6 10 exposant 23 molécules, 6 10 exposant 23 ions, 6 10 exposant 23 atomes, ça ne change rien. Ok, donc mole ça veut dire que je prends cette quantité-là de l'élément dont je parle. Et donc du coup, ça nous facilite la tâche puisque on peut utiliser dans le tableau de Mendeleïev directement la masse qui est indiquée en dessous. Alors, juste je vais récupérer mon tableau de Mendeleïev. J'ai fait le mauvais élève. A priori, j'espère que vous avez pris le temps de prendre le vôtre aussi. Si pas, vous mettez pause et vous allez le chercher. Donc, notre tableau de Mendeleïev, effectivement, on va voir que, par exemple, si je vous dis, voilà, j'ai pris une mole de calcium, combien va peser une mole de calcium? Calcium numéro atomique 20 et la masse atomique relative 40, donc masse molaire 40. Donc ça veut dire qu'une mole de calcium, ça va peser 40 grammes. Ok? Si une mole de calcium pèse 40 grammes, 2 moles de calcium pèsent 80 grammes. Assez simple. Hein? La moitié d'une mole de calcium pèse 20 grammes. Et donc cette fois-ci, si je vous dis j'ai pris 60 grammes de calcium, combien j'ai de moles? Eh bien vous avez 60 grammes. Si 40 grammes c'est une mole, 60 grammes c'est une mole et demi. Donc cette fois-ci, ça nous permet de faire une relation directe entre la quantité de matière qu'on a et la masse. Ok? Donc c'est à ça que nous sert cette masse molaire. Alors,
Ici, la masse, c'est comme ce qu'on avait vu pour les isotopes, hein, c'est la moyenne pondérée des masses atomiques, hein, tout simplement parce qu'on a différents isotopes et je vous avais dit, selon les plus lourds et les plus légers, ça va faire une moyenne selon leur fréquence d'existence sur la planète Terre. Je ne réexplique pas ça puisqu'on l'a déjà expliqué pour le numéro atomique, hein, pour la masse atomique relative, pardon. Alors, et c'est la même règle, masse molaire des molécules, tout simplement, ça va être la somme pondérée des masses molaires des atomes. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, si on a une mole de H2O, eh bien, on a 2 moles de H et 1 mole de O. Tout le monde est d'accord avec ça? Ce que vous devez comprendre par là, c'est que du coup, dans une équation, ce qu'on a au départ ne correspond pas toujours à ce qu'on a à la fin. On avait 1 mole de H2O et on se retrouve avec 2 moles de H et 1 mole de O. Donc on avait 1 mole qui se transforme en 3 moles. Si je dissocie quelque chose, étant donné qu'une mole, ça correspond juste à un nombre d'éléments, au début on parlait un nombre de molécules qui nous donne un nombre d'atomes, 2 atomes H, 1 atome de O. Et donc vous êtes d'accord que cette équation, si je dissocie l'H2O par exemple, on n'a plus le même nombre de moles. Par contre, on a toujours la même quantité d'atomes à gauche et à droite. Ok? On avait 1 mole d'H2O, ce qui sous-entendait qu'en fait, on avait 2 moles de H et 1 mole de O. Vous comprendrez ça après dans les équations. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que les masses dans une réaction, ici c'est pas une réaction, c'est un égal, donc c'est pas la même chose, mais vous verrez plus tard quand ça sera une flèche. Et donc quand on a une réaction qui se produit, on va avoir une masse de départ. Et si on est dans un système fermé, on a la même masse à la fin. Ok? On a un nombre d'atomes au départ, on a le même nombre d'atomes à la fin. Par contre, en termes de nombre de moles, on l'a pas. Et comme je vous l'avais expliqué, si on a une énorme molécule, une chaîne de 14 carbones, si on la coupe en 3, on se retrouve, si on avait 16 moles de cette grosse chaîne de carbone, si on la coupe en 3, on aura 16 moles de la première partie, 16 moles de la deuxième partie, 16 moles de la troisième partie. On se retrouve avec 36 moles d'éléments. Sauf que c'est 36 moles de molécules plus petites. Okay? Donc les nombres de moles de part et d'autre d'une réaction ne sont pas correspondants. Hein. C'est le nombre d'atomes qui doit être le même et la masse qui ne change pas. Mais le nombre de moles peut changer. Ici, dans ce cas-ci, on essaie de comprendre de quoi est composé H2O. On a vu, une mole d'H2O est composée de 2 moles de H, donc 2 fois, et on a pris la masse atomique relative, la masse molaire de H qui est de 1,01 si vous regardez dans votre tableau. L'oxygène, masse atomique 16, vous vous souvenez, numéro atomique 8, masse atomique 16, et donc du coup, on a une fois 16 grammes. On a donc 18,02 grammes par mole d'eau. Ok? Donc ça veut dire que si on prend cette première équation, c'est tout simplement, c'est la plus simple à retenir parce que masse molaire est égale à masse sur mole. M pour masse, N pour nombre de moles. Donc la masse molaire, dans le nom, on a déjà la réponse. La masse molaire est égale à masse par mole, M sur N. Ok? De cette équation-ci, je peux utiliser du coup nombre de moles est égal à masse divisée par la masse molaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait fois N et ici divisé par M. Ok? J'ai interverti ces deux termes en faisant fois et puis divisé. Donc, celle-ci, elle n'est pas instinctive. Il faut faire avec les unités de mesure pour voir effectivement si c'est correct. Celle-ci, par contre, elle correspond aux unités de mesure. Masse molaire, c'est des masses sur une mole. Celle-là, vous pouvez la retomber dessus à chaque fois. Et à partir de celle-là, vous pouvez isoler M ou isoler N. Si vous isolez M, petit m, la masse, du coup, vous aurez masse molaire fois N qui est égale à M. Ok, donc ça, vous pouvez jongler avec cette équation. Donc c'est celle-là qu'il va falloir retenir, on va l'utiliser jusqu'à la fin de l'année. Alors, première question. Parmi les informations suivantes, laquelle est correcte? Il y a toujours 6 10 exposant 23 entités dans une mole. La masse d'une mole d'électrons est supérieure à la masse d'une mole de protons. La valeur du nombre d'Avogadro est égale à 6 10 exposant moins 23. L'unité de la masse moléculaire relative est les grammes par mole. Alors,
Premièrement, les grammes par mole, c'est la masse molaire, hein, c'est pas la masse moléculaire relative. Et relative, ça veut dire qu'on compare à quelque chose et donc normalement, il n'y a pas d'unité. Donc non. Ici, la valeur du nombre d'Avogadro est égale à 6 10 exposant 23, 10 moins 23. Ça veut dire que c'est tout petit. Non, on a dit que justement le nombre d'Avogadro, c'était une mole, et c'était la quantité de matière qu'on prenait, et c'était une grande quantité pour que ce soit calculable avec une balance. Hein. Donc on ne va pas aller sur du 10 moins 23, on ne prend pas un billiardième de molécules, hein. On prend plutôt 1 billiard de molécules. Hein. 23, c'est pas billiard, hein, c'est encore bien plus que ça. Alors, ici, la masse d'une mole d'électrons est supérieure à la masse d'une mole de protons. On a vu que les électrons n'avaient pas de masse pratiquement. En tout cas, c'était négligeable. Donc il nous reste la première, 10. Il y a toujours 6 10 exposant 23 entités dans une mole. Autre question. Le sulfate de cuivre 2 pentahydraté est un des constituants de la bouillie bordelaise servant notamment à traiter préventivement des cultures contre le mildiou. Quelle est la valeur de la masse moléculaire relative de ce composé? Alors ici, on est bien dans du relatif. Donc ça veut dire qu'on prend les masses moléculaires relatives et pas les masses molaires directement. Et donc ici, par contre, on utilise bien comme la masse atomique relative, masse moléculaire relative, c'est bien quelque chose sans unité. Okay, c'est la même chose, hein, c'est la même valeur que la masse molaire. Je vous laisse calculer. Donc comment vous avez calculé? Premièrement, vous prenez Cu. Ok. Cu, la masse 63. S, la masse 32. Oxygène, on doit la prendre 4 fois puisqu'on a 4 atomes d'oxygène, donc 4 fois 16. Et ici, pentahydraté, ça veut dire qu'ils sont chaque molécule de CuSO4, donc de sulfate de cuivre 2, est entourée de 5 molécules d'eau. Donc on a 5 fois de l'H2O. Donc ça veut dire qu'on a 10 H, 10, et 5 fois O, 5 fois 16. On additionne le tout. Le 5 fois 18, ici c'est justement le 5 fois 16 plus le 5 fois 1. Donc c'est 5 fois 18 ici. 2 plus 16, 18. Et on obtient plutôt au-dessus de 259. Donc ça c'est une manière juste pour, si c'était plus une technique pour l'examen de médecine, de répondre rapidement, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est au-dessus de cette valeur-là, donc c'est d'office celle-là, puisqu'il y en a au moins une qui est juste. Sinon, si vous avez votre calculatrice, vous calculez. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on continue? On va utiliser la composition centésimale, la fraction massique et la fraction molaire. Donc, premièrement, fraction massique d'un composé, c'est tout simplement la proportion de masse d'un élément par rapport à l'autre. Okay, il permet principalement de trouver les formules de certains éléments. Par exemple, on a la masse de H par rapport à la masse totale dans H2O, par exemple. La masse de H, on a dit que c'était 2 fois 1, donc on avait 2 grammes dans une mole, comparé à la masse totale de l'eau qui est de 18. Donc on aurait 2 divisé par 18 fois 100, et ça nous donne la fraction massique. Okay, donc c'est juste la proportion de masse par rapport au poids, à la masse totale de cette molécule. Okay, donc je vous dis, c'est surtout utilisé pour réussir à déterminer ces formules-ci, hein, ça nous permet d'avoir les indices, et on fera des exercices juste après. Ensuite, on a la fraction molaire d'un composé, et celui-là, c'est tout simplement X, et qui nous donne le nombre de moles sur le nombre de moles total dans la molécule. Ok ? Donc le premier, ça nous permet de faire la formule brute et la formule moléculaire. Voilà. Et donc ici, on va avoir par contre directement les proportions. Donc ici, on utilise la fraction massique pour les formules brutes et moléculaires, et sinon on utilise la fraction molaire si on vous le demande. La question TOS, je vous laisse y répondre.
et on se voit dans la prochaine vidéo.